Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de littérature. Je vous parle d'inspiration. Je vous partage 10 ouvrages de fiction qui ont été pour moi des belles muses littéraires afin de m'inspirer dans la pratique du jeu de rôle. Je vous explique en quoi ces 10 ouvrages-là sont venus me chercher moi spécifiquement, que ce soit par leur narrative, que ce soit par leurs personnages, les thèmes abordés, le genre littéraire même, qu'on parle de fantasy, de science-fiction, d'horreur ou encore de fiction historique. Il y a tellement à aller chercher dans le merveilleux monde de la lecture et c'est là-dessus que je veux vous aborder aujourd'hui. Petite annotation de début de vidéo, je vais assurément omettre certains de vos œuvres coup de cœur. Il y a autant de grands ouvrages qu'il y a de grands lecteurs et ne le prenez pas personnel si je n'ose pas mettre votre livre fétiche dans cette courte présentation. Chacun a sa propre sauce et c'est tant mieux comme ça. Alors lançons-nous dans ce 10 ouvrages très personnels qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore comme maître de jeu. Il ne s'agit pas vraiment d'un top 10 plutôt que simplement 10 ouvrages tout simplement. Donc on commence avec le numéro 10, La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Un groupe d'élite formé dès leur enfance à faire face par des confins d'une terre féroce signée de rafales pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont 23, un bloc, un nœud de courage, la Horde. Ils sont piliers, ailiers, traceurs, aéromètres et géomètres, feuleuses, sourcières, troubadours et scripts. Un monument assez récent de la littérature française, La Horde du Contrevent est une expérience littéraire assez particulière, assez spécifique, qui offre justement une mise en contexte riche et vibrante. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai fait un court synopsis, ça ne doit absolument rien vous dire, et c'est un peu là-dessus que surfe ce livre-là tout le long. C'est une structure narrative assez intéressante qui va changer constamment au travers des 23 personnages différents. Parce que oui, il y a 23 personnages narrateurs dans le livre. Une intrigue d'une quête unique avec différents, justement, buts, des différentes métaphores sur la façon dont on traverse la vie, comment est-ce qu'on se trouve un objectif, des éléments philosophiques assez forts selon la perspective de chacun et des questions existentielles. C'est un produit fini assez particulier qui a vraiment justement un genre assez indéfini. C'est là-dessus que ça m'a vraiment inspiré dans le jeu de rôle. On est dans une espèce de science-fiction fantasy qui ne s'explique pas vraiment. Bien qu'on pourrait élaborer longtemps dans le cadre, le style de l'ouvrage, comme quoi, qu'est-ce que la science-fiction, qu'est-ce que la fantasy, mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. Le livre m'a vraiment aidé à ouvrir des balises sur le genre et que, dans le fond, le genre que je veux donner à une aventure, laisser l'interprétation justement de ce type de genre-là, l'aventure, à celui ou celle qui la vit, et dans le fond, avec qui est-ce qu'on la fait vivre? Donc, le lecteur ou le joueur, ça va être lui qui va percevoir, en fait, quel type d'histoire on raconte ensemble et comment est-ce qu'il le voit. Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma Horde du Contrevent parce que c'est vraiment particulier, c'est vraiment unique. On est comme entre deux chaises, entre plusieurs styles et de ce genre flou-là. Ça m'a vraiment inspiré beaucoup. Dès que je l'ai terminé, j'ai commencé à écrire des idées de scénario, des idées de trucs à explorer parce que justement, c'est quelque chose qui ne va pas comme s'ancrer. On va pas faire « OK, c'est de la science-fiction dans l'espace. OK, c'est de la fantasy dans un monde inventé. » Il y a comme un étrange mélange qui se fait parce qu'on n'est pas dans du sword and sorcery, on n'est pas dans de l'épée et de la magie. On est vraiment plus comme dans de la science, fantasy aussi en quelque sorte. Bref, c'est quelque chose qui... C'est un de ces premiers romans-là qui m'a fait découvrir une espèce de zone floue qui, je trouve, intéressante à explorer dans le jeu de rôle en tant que maître de jeu afin de, justement, confondre un peu les cartes et faire comprendre aux joueurs qu'ils ne sont pas dans un cadre ou dans une case précis, mais bien qu'il reste de la surprise et du mystérieux à découvrir par l'avant. Je vous conseille fortement à aller jeter un coup d'œil. C'est un ouvrage vraiment particulier. Et c'est bien unique en son genre. Le numéro 9, Les montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. Synopsis Arkham 1933. Le professeur Dyer, éminent géologue, apprend qu'une expédition scientifique partira bientôt pour l'Antarctique avec pour ambition de suivre les traces de celle qu'il avait lui-même dirigée en 1931. Dans l'espoir de dissuader cette tentative, Dyer décide de faire un récit complet des tragiques événements auxquels il survécut, cette fois sans omettre les passages qu'il avait écartés à son retour de peur d'être pris pour un fou. On vit ainsi son récit qui mettra de l'avant découverte de constructions cyclopéennes en plein Antarctique et apparition de créatures sans nom et sans sens. Je pense qu'on ne présente plus vraiment Lovecraft, à tel point que ses ouvrages
et son monde ont transcendé un nouveau plan d'existence et qui, pour devenir aujourd'hui une marque de commerce qui s'étale absolument à toutes les sauces. Mais il ne faut pas nier la richesse des premiers récits, en particulier, dans mon cas, Les Montagnes hallucinées, qui est, selon moi, un pilier du genre d'horrifique moderne, d'horreur moderne. Deux éléments m'ont vraiment marqué dans ce livre-là que je transpose encore aujourd'hui dans mes pratiques de jeu de rôle. En premier lieu, la narration. Les Montagnes hallucinées narratent ce qui se déroule tout en gardant le mystère dans la description de l'horreur et du ressenti. Et le déroulement du récit, surtout dans ses pires moments, m'ont vraiment aidé à travailler l'aspect graphique sous-entendu de mes aventures, comme quoi l'horreur n'a pas besoin d'être un gars qui a un couteau ou être un fantôme. Ça peut être quelque chose de très indéfini. Ça peut être quelque chose de tellement horrible que justement on ne peut pas vraiment le décrire. C'est vraiment pas quelque chose de facile, je trouve, à mettre en place, mais c'est quelque chose qui, lorsque ça marche très très bien. Deuxième chose qui fut pour moi un bel apprentissage dans la pratique du jeu de rôle lorsque j'ai, dans le fond, lu cette nouvelle-là, c'est la force narrative de la fuite. Les Montagnes hallucinées racontent... Les Montagnes hallucinées, excusez-moi, on dirait que je le prononce comme... Les Montagnes hallucinées racontent une histoire qui ne se termine pas vraiment avec l'affrontement contre un monstre euclidien. La fuite permet de raconter une histoire parce qu'on a survécu. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'inclure la retraite comme une victoire dans le jeu, surtout dans un jeu comme l'Appel de Cthulhu, entre autres choses, mais même dans des aventures de Donjons et Dragons ou d'autres jeux de rôle, de montrer que parfois la victoire ne va pas se présenter comme simplement une force brute contre un ennemi, mais bien la stratégie, la fuite, la survie. Survivre, vivre un jour de plus peut être une réussite en soi, peut être la victoire. Et c'est cet effet-là que m'a fait Les Montagnes hallucinées. Quelque chose que j'aime beaucoup mettre dans mes parties, dans mes courtes campagnes surtout. C'est pas quelque chose qui est très inné, je trouve, chez les joueurs. Des fois, ça peut être difficile, surtout les personnes justement qui sont très habituées à tout ce qui est très mathématique, tout ce qui est très quadrillé, et on avance, on se bat contre des monstres, puis ça va bien. Parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter et prendre conscience que la créature qu'on a devant toi, on ne peut pas vraiment l'abattre et que fuir demeure pour nous la meilleure porte de sortie et nous mène en quelque sorte vers une victoire, tout simplement. Numéro 8, Le cycle des épées de Fritz Leiber, et je l'ai ici en main propre. Présentement, je triche un peu parce que je suis en train de le lire présentement. Donc, c'est vraiment un roman qui m'inspire présentement, actuellement, dans ma lecture, qui m'inspire plutôt qu'il m'a inspiré. Et je suis très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui pour de nombreuses raisons, mais avant toute chose, synopsis. Très loin de nos rivages, par-delà les abysses du temps et un océan étrange d'étranges dimensions, rêve l'antique monde de New One. Avec ses tours, ses crânes, ses joyaux, ses épées, ses sortilèges, et autour de sa mer intérieure, une couronne de territoires connus. L'Ankmar, l'impérissable, fabuleuse métropole aux murailles massives et aux ruelles étroites, se niche en l'embouchure sablonneuse du fleuve Halal. Grouillant de voleurs, de prêtres sont tonsurés, de magiciens faméliques et de marchands baises. Elle porte aussi un autre nom, la cité de la toge noire. Le cycle des épées de Fritz Leiber, il semblerait, selon ce que j'ai entendu dire, aurait inventé le terme Sword and Sorcery. Quand même un gros monument du genre qui, je trouve, est souvent dans l'ombre de d'autres grandes œuvres de fantasy, qu'on parle du Seigneur des Anneaux, très modernement, le Game of Thrones, par exemple, le Trône de Fer, mais je pense qu'il ne faut pas, le mettre de côté parce que je le découvre présentement et je suis très, 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 très surpris, mais aussi très satisfait de ce qui ressort de ce livre-là, ce qui ressort de ces personnages. Et il y a deux éléments que je voudrais mentionner qui m'inspirent actuellement lorsque je pratique le jeu de rôle. D'un, c'est la richesse dans le classique. On n'a pas besoin de réinventer la roue pour rendre quelque chose d'intéressant. Il suffit de savoir comment le présenter, comment le mettre de l'avant, les éléments forts de son scénario. Et le cycle des épées, c'est un classique du genre, c'est un classique de la fantasy, qui me permet de voir que parfois, il suffit seulement des bons personnages, des bonnes péripéties, pour offrir un produit satisfaisant qui réussira à renouveler quand même une expérience. Parce que pour moi, je le vis, dans le fond, je revis une espèce de renouvellement de mon expérience du fantasy via cet ouvrage-là. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vécu depuis très longtemps et que j'ai vraiment le goût d'expérimenter aussi en jeu de rôle. Un peu à la même manière comme Dungeon Crawl Classic a réinventé pour moi la fantasy sur table. Eh bien, le cycle des épées, l'Ankmar le fait
on va dire, dans la fiction. Et ça permet de montrer aussi qu'on n'a pas besoin de comme, se casser la tête pour créer un scénario super intense, impossible à concevoir, avec des personnages qui ont 8 pieds de long de background, alors que parfois, tout ce qu'il nous faut, c'est quelques bons ingrédients pour faire une recette absolument réussie. Deuxième chose qui est très, très, très important, qui m'a bien marqué et que je serais curieux d'avoir votre avis aussi là-dessus, c'est l'humour dans le sérieux. Le cycle des épées est pour moi une aventure qui met de l'avant des personnages qui sont super bien construits et qui ont un côté humoristique, même lorsque ceux-ci sont sérieux. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement en jeu de rôle, avoir cette touche d'humour sans que celle-ci soit en avant-plan, mais plutôt en support au récit. J'ai un peu de difficulté avec, dans le fond, les parties de jeu de rôle qui vont être de l'humour pour faire des blagues de pète. Et que derrière ça, il y a le côté de la narration, on va dire le système de jeu, l'histoire et tout ça, et plus une espèce de béquille qui permet de transporter cet humour-là vers l'avant, alors que je préfère bien plus le contraire, c'est-à-dire un univers, un scénario bien pensé, sérieux, des personnages bien construits, mais qui sont teintés d'un humour et que cet humour-là, en fait, sert de support plutôt pour tout le reste. Ça fait du bien d'avoir ce petit bassin-là, cette espèce de coussin-là d'humour qui vient de temps en temps alléger l'atmosphère, qui vient de temps en temps créer un petit effet en fait de douceur, même si celui-ci n'est pas nécessairement volontaire, comme dans le cycle des épées. Ce pas des blagues qu'ils font, on s'entend, mais n'en demeure pas moins que c'est présent et que ça fait du bien et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en jeu de rôle parce que je ne joue pas pour faire des blagues de pète ou faire des références culturelles sans cesse. Je joue quand même pour vivre l'aventure, vivre l'histoire avec les joueurs qui m'accompagnent. Et ça, c'est créer quelque chose qui, je pense, a un besoin quand même narratif assez bien construit, tout simplement. Donc, le cycle des épées de Fritz Leiber, pour ceux qui l'ont pas lu, comme moi, que j'étais un gros, on va dire, un gros noob il y a quelques semaines, quelques mois, que j'ai commencé à le lire et super belle découverte, j'apprécie énormément. Numéro 7, Je suis une légende de Richard Mathewson. Et là, on embarque dans quelque chose, je pense que c'est mon plus complexe. Pas mon plus complexe, mais mon plus développé. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis une légende, ça va vous dire quelque chose. Vous avez probablement déjà vu ou entendu parler du film avec Will Smith qui est sorti, je pense, en 2007, dans ces eaux-là. Et qui, même si ça a été un super réussite au box-office, qu'il y a eu quand même des bonnes critiques, que les gens ont bien apprécié, ça s'éloigne énormément du livre de base de Richard Mathewson. Et on commence ainsi avec le synopsis. Chaque jour, il doit organiser son existence solitaire dans une cité à l'abandon, vidée de ses habitants par une étrange épidémie, un virus incurable qui contraint les hommes à se nourrir de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil. Chaque nuit, les vampires le traquent jusqu'aux portes de sa demeure frêle, refuge contre une horde au visage familier de ses anciens voisins ou de sa propre femme. Chaque nuit, c'est un cauchemar pour le dernier homme, l'ultime survivant d'une espèce désormais légendaire. Je suis une légende est un roman qui a un rôle particulier dans cette liste-là, comme je l'ai mentionné, parce qu'il est, je crois, le premier livre qui m'a autant marqué concernant sa révélation finale et la perception du mal et du bien, l'évolution du passage d'une réalité à une autre. Je vais divulgacher la fin du film, la fin du livre plutôt. Donc, si vous n'appréciez pas les spoilers, je vous conseille de l'avancer pour arriver au prochain parce que c'est très différent du film. Et en même temps, vous avez eu le temps de le lire, on s'entend. Là, vous aviez plus que 60 ans, ça date de 1953 ce livre-là. Fait que, il me semble. Fait que vous aviez en masse le temps de ne pas vous faire spoiler. Dans le film éponyme, Will Smith, dans le fond, meurt, se sacrifie à la fin. Le personnage principal, il meurt. Ça permet, entre autres, la survie des autres personnages qui l'accompagnent, qui vont finalement comme rejoindre des survivants ou peu importe. Ben, dans l'ouvrage, c'est tout autre chose et c'est, selon moi, encore beaucoup plus fort. Parce que ça m'a spécifiquement appris la validité du titre « Je suis une légende », c'est-à-dire la validité d'autrui, de commettre des actions qui sont a priori de notre point de vue immoral, voire mal. C'est un peu ça la nuance que le livre a apporté, que je trouve qui manque dans le film et qui m'a complètement frappé et qui m'influence encore énormément aujourd'hui dans la pratique de jeu de rôle. Dans le roman, le personnage principal, Robert Neville, subit la même fin que le personnage de Will Smith, c'est-à-dire il meurt, mais dans un contexte beaucoup plus dramatique.
On apprend dans le roman que le monde actuel, ce nouveau monde qui laisse derrière lui les méandres de l'espèce humaine, est maintenant celui d'une nouvelle race, d'une nouvelle espèce. Ces fameux vampires contre lesquels le personnage de Will Smith se bat nuit après nuit. Ces créatures ont des envies, ont des besoins, ils ont des familles, ils ont des buts, puis ils sont maintenant l'espèce dominante, en fait, de ce nouveau monde. C'est eux qui sont là, un peu comme dans le film en quelque sorte. Et le personnage de Will Smith, Robert, c'est une légende parce qu'il est le dernier. Il est le dernier humain sur Terre, le dernier humain à marcher sous le soleil qui passe ses journées à mettre à mort des créatures, ces créatures-là, lorsqu'il les croise. Pour ces vampires-là, Will Smith, c'est le croque-mitaine. C'est le bonhomme 7 heures pour la référence québécoise. C'est le mâle qui assassine des frères, des sœurs, des mères, des enfants. C'est pour ça qu'il doit mourir, parce qu'il est le vestige d'un saint monde. Il est une légende. Et c'est comme ça que le livre finit. Ça termine avec la mort. Je pense qu'il me semble que c'est une pendaison, je crois. Alors que dans le film, il explose, il me semble. Mais dans le livre, je crois que c'est une pendaison. Bref, c'est une mise à mort publique devant cette nouvelle espèce-là. Et ça, c'est tellement, tellement fort, parce que c'est vraiment intéressant, parce que justement, ça met beaucoup l'emphase sur la validité du mal et en jeu de rôle, la validité de ton ennemi, ou est-ce que c'est une question de perception, de réalité? Est-ce que ton ennemi est réellement un méchant, ou c'est parce que sa perception, sa réalité est différente à la tienne? Et j'apprécie beaucoup mettre des antagonistes aux personnages des joueurs qui ont des buts, qui vont à l'encontre de ceux des joueurs, mais qui ne sont pas nécessairement pour autant invalides. Et ça vient faire poser des questions morales en partie, et ça, c'est vraiment excellent. C'est de pouvoir mettre une nuance, pouvoir dire que, comme dans le livre ou le film, on voit du point de vue de Will Smith ou du personnage de Robert dans le livre, comme dans une partie, on pense qu'on perçoit du point de vue d'un personnage du joueur. Parfois, ça vaut peut-être la peine de justement montrer un peu l'envers de la médaille et montrer qu'au final, les joueurs ne sont pas nécessairement les héros d'une histoire, mais bien plutôt les segments d'une réalité qui est partagée par plusieurs et qui est différente selon le point de vue de chacun. Et ça, je pense que c'est une des plus belles choses que je peux faire dans une partie de jeu de rôle, c'est de montrer que, en fait, de mettre cette nuance-là dans la morale, dans le bien, le mal, ou même aussi dans la suite logique. Comme dans Je suis une légende, c'est la suite logique. Les humains vont disparaître, c'est ça qui se passe. Les vampires, ou du moins ces bestioles-là, sont maintenant ceux qui dirigent. Et c'est très fort, et moi, ça m'a vraiment énormément inspiré, m'inspire encore beaucoup pour les jeux de rôle. Numéro 6, La Compagnie Noire de Glenn Cook. Synopsis. Depuis des siècles, les traditions et souvenirs de la Compagnie Noire sont consignés dans les présentes annales. Depuis des siècles, la troupe se loue aux plus offrants et les batailles qu'elle a livrées ont déjà rempli maints volumes. Jamais pourtant elle n'aura traversé de périodes aussi troubles. Entrée au service de la dame et de ses sorciers maléfiques, la compagnie participe à l'une des plus sanglantes campagnes de son histoire. Le combat incessant, la magie noire qui empuantit l'air, bientôt les hommes tombent comme des mouches, et ceux qui restent debout commencent à se demander s'ils ont choisi le bon camp. Ce sont des mercenaires, ils sont des braves violents, ignorants, sans foi ni loi, mais même eux peuvent avoir peur, très peur. Et ça va être assez simple, vous allez comprendre. La Dark Fantasy, dans sa présentation la plus, du moins pour moi, une de ses plus parfaites, qui ne tombe pas dans l'excès pour être facile d'accès. Oui, c'est cynique, oui, c'est violent, mais c'est bien dosé. Ça demeure, selon moi, une incontournable du genre. Et j'ai toujours eu un faible pour le low fantasy. Et je n'avais jamais jusqu'à présent réellement exploré le dark fantasy. C'est définitivement dans ce créneau-là que se retrouve la Compagnie Noire. Et ce fut pour moi, en fait, oui, non seulement une découverte, mais aussi une inspiration pour mettre de l'avant ce type d'univers-là, ce type d'aventure-là, c'est-à-dire une mise en contexte sombre, sans gentil, sans méchant, défini, alors que tout le monde est quand même un peu salaud. Mais comparativement à la low fantasy, il y a des sorciers, des démons et des nécromanciens. Puis au final, ben, ceux-ci, ils vont peut-être te tuer, ils vont peut-être t'aider, ça dépend si tu as l'argent pour les payer. Et ça a été tout simplement, bien simple, une inspiration de dark fantasy, les annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. Une belle découverte qui m'a été d'ailleurs présentée par
Pierre-Louis Renaud de la chaîne des Tu-Games, mais on avait échangé, maintenant on parlait de romans, je ne me rappelle plus dans quel contexte, et il m'avait parlé de ce livre-là, comme quoi lui c'était dans ses gros tops qu'il lisait ces temps-ci, ça doit dater quand même d'un bout de temps qu'on en avait jasé, et effectivement ça m'a bien revigoré un genre que je connaissais très peu en lecture et qui me permet maintenant, en quelque sorte, de m'inspirer pour faire vivre mes propres histoires à la dark fantasy, tout simplement. Deuxième chose que la Compagnie Noire m'a inspiré, c'est-à-dire vivre au niveau humain. Autant les romans mettent de l'avant des éléments qui vont au-delà de la compréhension humaine, autant on vit le quotidien au niveau humain. Les personnages sont des mercenaires, ils sont de chair et de sang, et même s'ils ne peuvent pas flotter dans les airs ou tuer 4 olifants avec une flèche, ils demeurent pertinents, ils demeurent un tout, ils demeurent efficaces dans ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus explorer dans mes parties. Jouer l'humain moyen ou faire jouer l'humain moyen, celui qui meurt, celui qui pleure, celui qui rit, celui qui combat. Et un peu, encore une fois, dans un monde incroyable où la magie existe, où les créatures surnaturelles existent, de faire vivre le commun pecno, un peu justement à la DCC, à la Dungeon Crawl classique, ça vient vraiment me titiller une petite partie de moi bien particulière parce que ça fait en sorte qu'on a l'impression que les réussites qu'on a, que les accomplissements qu'on a ont une valeur supplémentaire parce qu'on les accomplit en tant que monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça m'a vraiment beaucoup marqué pour ça aussi. Et on dirait une tangente que je prends de plus en plus dans mes parties de jeux de rôle et qui, d'après moi, va continuer dans cette direction-là à mesure que je me plonge dans ce type de roman-là. Hey, ouais. Hey, c'est tout ce qui... En fait, ça conclut cette première partie de 10 romans, 10 œuvres de fiction qui m'inspirent et m'ont inspiré et qui m'inspirent encore dans le jeu de rôle. Je vais sortir éventuellement la deuxième partie. D'après moi, ça ne devrait pas être trop long. Je serais curieux de savoir, vous, s'il y en a, si vous avez des romans qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré récemment, s'il y en a dans ce que j'ai mentionné aussi, qui pour vous sont des incontournables, qui viennent vraiment vous chercher. Je serais vraiment curieux de vous lire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.